Salut aux jeunes et aux moins jeunes qui s'intéressent aux sciences de la vie et de la Terre et qui regardent cette vidéo, en particulier ceux qui sont en deuxième année du baccalauréat scientifique, qui préparent donc leur bac et qui s'apprêtent à passer l'épreuve des SVT à l'examen national, que ce soit en filière SVT avec un coefficient de 7 ou PC avec un coefficient de 5 ou enfin sciences maths avec un coefficient de 3. La chaîne Smart SVT est là pour vous assister, pour vous accompagner dans votre préparation. Espérons qu'elle sera à la hauteur de vos attentes. Alors chaque vidéo comprendra 3 parties. Une première partie, la plus importante, est consacrée au thème principal de la vidéo, suivie d'un résumé, l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Et enfin, un petit test d'auto-évaluation pour que vous puissiez évaluer ce que vous avez appris de la vidéo. Bienvenue dans ma chaîne, je suis Ben Mouloud, prof agrégé en SVT. On se voit après l'introduction. Bienvenue. Les objectifs de cette vidéo seront les principes de base pour maîtriser les sciences de la vie et de la Terre et qu'on va subdiviser en 3 axes principaux. Premièrement, comprendre le vocabulaire des sciences de la vie et de la Terre, la terminologie. Deuxièmement, exploiter les documents des sciences de la vie et de la Terre, sachant que les SVT se basent essentiellement sur des documents. Et troisièmement et enfin, comment répondre aux questions des sciences de la vie et de la Terre, que ce soit dans les contrôles continus ou dans l'examen national. Commençons d'abord par le vocabulaire, c'est-à-dire les termes scientifiques ou, si vous voulez, les mots-clés spécifiques aux sciences de la vie et de la Terre. Et prenons comme exemple les 2 textes suivants. La phosphorylation oxydative fait intervenir d'une part la chaîne respiratoire responsable de l'oxydation de NADH+ et FADH2 et d'autre part l'ATP synthase qui exploite le gradient de proton H+ pour la synthèse de l'ATP. Deuxième exemple, pendant la phase S du cycle cellulaire, la cellule réplique son ADN grâce à l'ADN polymérase et selon un modèle semi-conservatif de manière à ce que le chromosome devienne bichromatidien. Alors pour ceux et celles qui n'ont pas compris grand-chose des 2 textes, je dis rassurez-vous, c'est normal puisque les 2 textes contiennent des termes et des expressions incompréhensibles pour vous et qui méritent explication. Par exemple, dans le premier texte, on a phosphorylation oxydative, chaîne respiratoire, ATP synthase, gradient de proton H+. Dans le second, on a la phase S, le cycle cellulaire, l'ADN polymérase et le chromosome. Et donc à travers ces 2 exemples, on a voulu illustrer l'importance du vocabulaire, l'importance des termes scientifiques spécifiques au SVT. Donc premier message, faites attention aux termes spécifiques aux sciences de la vie et de la Terre et essayez de retenir leur signification. Alors partons d'un exemple basique, un schéma très simplifié d'une cellule vivante. Donc chacun sait qu'une cellule est composée d'une membrane plasmique, d'un cytoplasme et d'un noyau. Alors rappelons que le terme cellule il a été utilisé pour la première fois en 1665, alors que le noyau n'a été découvert qu'en 1831. Enfin, le cytoplasme, c'est en 1860 qu'on a utilisé pour la première fois ce terme. Alors, ce qui nous intéresse ici le plus, c'est la membrane plasmique. Quelle est sa structure? Par quoi est-elle composée? Deuxièmement, le cytoplasme. C'est quoi le cytoplasme? Qu'est-ce qu'il y a dans le cytoplasme? Alors, on va faire appel à la cellule végétale que vous avez étudiée en première année sciences expérimentales. Bien sûr, en plus de la membrane plasmique, du cytoplasme et du noyau, vous avez eu l'occasion de découvrir d'autres éléments, et en particulier 3 éléments, la paroi squelettique ou la paroi cellulosique, la vacuole
et les chloroplastes. Alors, qu'est-ce que c'est que la vacuole? Qu'est-ce que c'est que les chloroplastes? Alors, la vacuole et les chloroplastes représentent des organites cellulaires, ou on peut dire également organelles cellulaires, ou bien organites cytoplasmiques. Revenons maintenant à notre cellule standard avec sa membrane plasmique et ses différents organites cellulaires, tels que réticulum endoplasmique qui apparaît ici en rouge, appareil de Golgi qui apparaît en vert et mitochondrie qui apparaissent en bleu. Mais qu'est-ce qu'il y a entre ces organites cellulaires? Ce petit espace blanc qui apparaît dans le cytoplasme entre les organites. Alors imaginez un instant qu'on élimine le noyau, qu'on élimine tous les organites cellulaires. Que va-t-il rester du cytoplasme? Alors là, on aura l'occasion de découvrir un nouveau terme, c'est le cytosol ou hyaloplasme. Donc cet espace s'appelle cytosol ou hyaloplasme. Et donc le cytoplasme, c'est en réalité l'ensemble des organites cellulaires plus le cytosol ou le hyaloplasme. Alors quel est le terme approprié qu'on va utiliser? Est-ce que cytosol ou hyaloplasme? Voyons la différence entre les deux termes. Alors, cytosol, commençons par cytosol, ça vient du grec kutos, cavité ou cellule, et solution, sol de solution, et donc il s'agit d'une solution aqueuse. C'est la solution qui se trouve dans le cytoplasme, et qui remplit le cytoplasme, et qui est limitée par la membrane plasmique. Alors, qu'en est-il du hyaloplasme? Alors, hyaloplasme, c'est le cytosol plus le cytosquelette, c'est-à-dire le squelette de la cellule, plus les inclusions, par exemple, les plus importantes, c'est les grains de glycogène et les gouttelettes lipidiques. Alors, puisque cette année, on ne va pas s'intéresser au cytosquelette, aux inclusions, donc pour nous, on peut utiliser indifféremment hyaloplasme ou cytosol. Donc, on va négliger la différence entre ces deux termes. Donc, vous pouvez utiliser cytosol et hyaloplasme presque comme synonymes. Donc le cytosol, c'est une solution aqueuse qui entoure les organites cellulaires et qui remplit le cytoplasme et elle est limitée par la membrane plasmique. Et quand on dit solution aqueuse, ça veut dire que le solvant est l'eau. Donc en plus de l'eau, on va trouver des molécules dissoutes telles que le glucose, des protéines, des minéraux, des vitamines, ATP, NAD, etc. Et dans le cytosol, on va trouver différentes réactions du métabolisme dont on va découvrir quelques-unes dans une prochaine vidéo. Bien, intéressons-nous maintenant à la membrane plasmique et voyons quelle est sa structure et quelle est sa composition chimique. Zoomons sur cette membrane pour voir les détails. Alors, vu au microscope électronique, on voit que la membrane plasmique sépare le cytoplasme du milieu extracellulaire. Et on peut distinguer très clairement deux feuillets sombres séparés par un feuillet clair. On dit que la membrane a une structure trilamellaire, c'est-à-dire composée de trois feuillets. Alors voyons maintenant le détail moléculaire de la membrane plasmique. Alors vous voyez dans le document que la membrane plasmique comprend des protéines de différentes formes et obligatoirement de différentes fonctions. En plus des protéines, on trouve des molécules qu'on appelle des phospholipides. Et chaque molécule de phospholipide contient un pôle hydrophile, c'est-à-dire qui aime l'eau, et un pôle hydrophobe, c'est-à-dire qui déteste l'eau ou qui fuit l'eau. Et on voit que les pôles hydrophiles sont orientés soit vers le cytoplasme riche en eau, soit vers le milieu extracellulaire également riche en eau, alors que les pôles hydrophobes se cachent, si on peut dire, à l'intérieur de la membrane. Et donc ce modèle permet de comprendre la structure microscopique de la membrane plasmique, avec les pôles hydrophiles qui correspondent aux feuillets sombres et les pôles hydrophobes qui correspondent aux feuillets clairs. Et donc on peut conclure que la membrane plasmique est formée de deux grands types de molécules, à savoir des phospholipides qui forment une bicouche lipidique et des protéines intégrées dans cette bicouche lipidique.
Une première manière d'appréhender les termes des sciences de la vie est de tenir compte des dimensions de l'élément dont on parle et de sa nature en le situant dans la liste suivante. Alors si on prend par exemple un globule blanc, là il faut bien comprendre qu'on parle d'une cellule avec la structure qu'on vient de voir, une membrane plasmique, un cytoplasme et un noyau. Si en revanche je parle de chloroplaste, là je suis à un niveau plus bas par rapport à celui de la cellule. Donc je parle d'un organite cellulaire. Et les organites cellulaires, par quoi ils sont composés? Par des molécules chimiques, des protéines, des glucides, des vitamines et de l'eau bien sûr, etc. Et une molécule, en fin de compte, c'est quoi? C'est une combinaison d'atomes. Donc plusieurs atomes peuvent se combiner pour former des molécules. Du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène et ainsi de suite. Et là, je suis au niveau le plus bas de notre classification. Si je prends maintenant l'exemple du foie, ou bien du cœur, ou bien du cerveau, et là je parle à un niveau supérieur à celui de la cellule, et donc je parle d'un organe. Et un organe est formé de milliers, voire de millions de cellules. En haut de la liste, c'est le corps humain, bien sûr, formé par plusieurs organes. Mais si le terme rencontré est par exemple digestion ou bien photosynthèse et qu'on ne peut classer dans cette liste, dans ce cas, on parle d'un phénomène biologique. Alors certains diraient, oui, cette classification est bonne pour les sciences de la vie, pour la biologie, mais qu'en est-il de la géologie? Alors quand on abordera l'unité géologie, on va voir une autre manière de classer les termes géologiques pour mieux les mémoriser. Alors, passons au deuxième et troisième axe qu'on va regrouper ensemble, à savoir comment exploiter les documents des sciences de la vie et de la Terre et comment répondre aux questions des sciences de la vie et de la Terre. Alors, vous savez très bien que vous pouvez rencontrer en SVT différents types de documents, tels que des diagrammes avec des courbes, des tableaux chiffrés ou des tableaux résumant des expériences, comme on peut rencontrer des photos ou bien des micro-photographies, des schémas interprétatifs, voire des modèles explicatifs comme on vient de voir pour la membrane plasmique. Alors ce qui est exigé de l'élève, c'est qu'il soit capable d'exploiter toutes sortes de documents et d'exprimer cela par des phrases simples et claires. Alors voyons le document suivant que vous avez probablement rencontré lorsque vous avez étudié la photosynthèse et qui résume l'expérience de Calvin pour mettre en évidence la fixation du CO2 chez les plantes vertes. Alors vous devriez être capable, en analysant le document, de comprendre le principe de cette expérience. Alors faites pause à la vidéo et essayez de comprendre le document. Alors on voit une suspension de chlorelle, c'est-à-dire des algues vertes unicellulaires, qu'on expose à la lumière et dans laquelle on injecte du CO2 normal. De l'autre côté, on voit une pompe qui permet de prélever des échantillons d'algues et de les propulser dans le tube en plastique transparent. Et dans des sites bien particuliers, on va injecter du CO2 radioactif. Et selon le site où on injecte ce CO2 radioactif, on va donner l'occasion aux algues d'utiliser ce CO2 radioactif pendant des temps plus ou moins longs. Par exemple, si on injecte le CO2 radioactif dans le site, au niveau du site A, les algues vont utiliser ce CO2 pendant 0,5 secondes. Si on l'injecte au niveau du site B, ils vont utiliser le CO2 pendant 1 seconde. Si enfin on l'injecte au niveau du site C, ils vont l'utiliser pendant 2 secondes et ainsi de suite. À la fin de leur parcours dans le tube transparent, les algues vont tomber dans de l'alcool bouillant, l'alcool en ébullition, qui va les tuer instantanément. Et là, on va analyser les molécules radioactives qui apparaissent successivement grâce à une technique appelée chromatographie. Voici les résultats obtenus. Donc on voit après 2 secondes l'apparition de l'APG, c'est-à-dire l'acide phosphoglycérique. Après 5 secondes, il y a toujours l'acide phosphoglycérique et il y a en plus
le TP, c'est-à-dire un triose phosphate. Enfin, après 10 secondes, en plus des deux molécules précédentes, il y a apparition d'un hexose phosphate, noté ici HP. Donc les questions qu'on peut rencontrer, d'abord, décrivez les résultats de l'expérience. Ici, on a utilisé le verbe décrire. Ou bien, comparer les résultats dans les trois cas. Le verbe comparer. Donc décrire, comparer. Deuxième type, que pouvez-vous déduire? Ici, le verbe déduire. Donc, que pouvez-vous déduire des résultats observés après 2 secondes de l'expérience? Troisièmement, proposer une hypothèse. Donc, souvent, on peut poser cette question. Proposer une hypothèse expliquant le résultat observé après 2 secondes de l'expérience, etc. Et enfin, expliquer. Ici, on utilise le verbe expliquer. Donc, expliquer en vous aidant de vos acquis les résultats de l'expérience de Calvin. Alors, voyons maintenant comment répondre à ces différents types de questions. Alors, décrivez les résultats de l'expérience. Alors, quand on rencontre le verbe décrire, le verbe d'action décrire, on attend de l'élève qu'il exprime ce qu'il observe dans le document avec ses propres phrases, mais des phrases claires et simples. Par exemple ici, dans cet exemple, on peut proposer comme réponse, on observe dans le document tel, le numéro du document, qu'après 2 secondes, il y a apparition de l'APG radioactif uniquement. Après 5 secondes, on constate la présence de l'APG et l'apparition du TP, triose phosphate radioactif. Enfin, après 10 secondes, en plus de l'APG et du triose phosphate, il y a apparition de l'exose phosphate HP radioactif. Deuxième type de question, comparer les résultats dans les trois cas. Alors, quand on utilise le verbe d'action comparer, l'élève est invité à faire une lecture parallèle des différents cas en indiquant les points communs et les différences. C'est-à-dire, si on a deux éléments à comparer, il faut parler des deux éléments simultanément. Si on a trois éléments à comparer, il faut parler des trois éléments à la fois. Alors, par exemple, ici, on peut proposer la réponse suivante. On constate dans le document numéro tel que l'APG radioactif est présent dans les trois temps de l'expérience. Point commun. Alors que le TP radioactif apparaît seulement après 5 secondes et 10 secondes. Enfin, le HP, c'est-à-dire l'exose phosphate radioactif, apparaît uniquement après 10 secondes. Passons au troisième verbe d'action qu'on utilise souvent dans les questions des sciences de la vie et de la Terre, le verbe déduire. Alors ici, que pouvez-vous déduire des résultats de cette expérience? Alors quand on utilise le verbe d'action déduire, on attend de l'élève qu'il dégage l'idée principale qu'il peut tirer des résultats disponibles sans avoir besoin de connaissances préalables, c'est-à-dire sans faire appel à ses préacquis. Dans notre cas, et vu les résultats obtenus, on voit d'abord l'apparition de l'APG radioactif, ensuite le TP radioactif et enfin le HP radioactif. Or, nous avions injecté du CO2 radioactif, ce qui veut dire que le CO2 a été transformé en APG, qui lui-même a été transformé en TP, et enfin le TP a été transformé en HP. Et par conséquent, on peut proposer la réponse suivante. On déduit que les chlorelles transforment le CO2 en APG, puis celui-ci est transformé en TP, triose phosphate, qui est lui-même transformé en HP ou hexose phosphate. L'avant-dernière question, proposer une hypothèse expliquant le résultat observé après 2 secondes de l'expérience. Et ici, on nous donne une petite information, sachant que l'APG est une molécule organique à 3 atomes de carbone. Le CO2, on le sait, il contient un seul atome de carbone. Alors, quand on utilise le verbe d'action proposer une hypothèse, alors il faut imaginer une explication possible, une explication probable, qui est en accord avec les données disponibles. Donc, il ne faut pas proposer n'importe quelle hypothèse. Alors, dans notre cas, on peut proposer, par exemple ici, deux hypothèses possibles. Alors, première hypothèse,
3 molécules de CO2 vont se combiner entre elles pour former une molécule d'APG. Donc, première molécule de CO2, une deuxième molécule, une troisième, et ils vont se combiner pour former l'APG, l'acide phosphoglycérique. Deuxième hypothèse possible, on peut imaginer que le CO2 radioactif va se fixer à une molécule à 2 atomes de carbone pour former l'APG. Donc une molécule à 2 atomes de carbone qui existe déjà dans la cellule va se combiner au CO2 pour former l'APG. Donc C2 plus CO2 donne l'APG. On arrive au dernier type de question qu'on va aborder, à savoir expliquer. Donc ici, expliquer en vous aidant de vos acquis les résultats de l'expérience de Calvin. Alors quand vous êtes devant le verbe d'action expliquer, donc vous devez faire appel à vos acquis pour proposer une explication logique au phénomène étudié en mettant en relation ces différents éléments. Si on peut proposer l'explication suivante. Le CO2 radioactif réagit avec le ribulose biphosphate, une molécule à 5 atomes de carbone qui existe déjà dans le chloroplaste, pour former une molécule à 6 atomes de carbone qui sera par la suite clivée en 2 APG. Ensuite, l'APG est réduit en TP en présence de NADPHH+, et d'ATP. Enfin, 2 molécules de TP vont se combiner pour former une molécule de HP, c'est-à-dire de glucose. Et là, vous voyez qu'on a utilisé nos acquis. Le ribulose biphosphate, le NADPHH+, l'ATP. Et donc, plus vos connaissances sur le sujet sont approfondies, plus votre explication est précise. Petite mise au point qui montre la précision des termes scientifiques. Pourquoi dit-on ribulose biphosphate et non ribulose diphosphate? Alors, voyons la représentation des deux formes. D'abord, le ribulose biphosphate. Vous voyez que dans le ribulose biphosphate, les deux phosphates sont attachés chacun sur un carbone différent. Alors que le ribulose diphosphate, les deux phosphates sont portés par le même atome de carbone. On aura l'occasion, lors de la glycolyse, de rencontrer un exemple de molécule biphosphate représentée par le fructose 1,6-biphosphate. L'autre forme, on aura l'occasion de rencontrer souvent la molécule d'adénosine diphosphate, ADP, adénosine diphosphate. On arrive au bilan. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? Alors, premièrement, la cellule, c'est quoi? C'est l'unité structurale et fonctionnelle des organismes vivants. Unité structurale, c'est-à-dire la plus petite unité qui forme les organismes vivants. Fonctionnel, ça veut dire que le fonctionnement de l'organisme est le résultat ou la résultante du fonctionnement de l'ensemble de ces cellules. Deuxième point, toute cellule fille descend d'une autre cellule qu'on appelle cellule mère. Donc il n'y a pas une cellule qui vient de nulle part. Toute cellule descend d'une autre cellule. Troisièmement, chaque cellule vivante est composée d'une membrane plasmique, d'un cytoplasme et d'un noyau. Bien sûr, il y a certaines cellules, telles que les bactéries, qui n'ont pas de noyau. C'est un cas particulier. Le cytoplasme, c'est quoi? Il contient des organites cellulaires, des organites cytoplasmiques qui baignent dans une solution qu'on peut appeler cytosol ou hyaloplasme. La membrane plasmique est formée d'une bicouche phospholipidique dans laquelle sont intégrées des protéines, c'est-à-dire donc des molécules. La membrane plasmique est formée de molécules. On arrive enfin au test d'auto-évaluation. Alors ici, je vous demanderai de faire pause à la vidéo, de faire votre choix avant de consulter les réponses. Alors, premier test, choisir pour chacun des items ci-dessous l'unique affirmation correcte en cochant sa case. Donc, il y a une seule affirmation correcte. Alors, première proposition, le cytoplasme est la partie de la cellule vivante comportant le cytosol et le noyau et les organites cellulaires, le hyaloplasme et le cytosol, le hyaloplasme et les organites cellulaires. Alors, pour A, on voit le noyau. Alors, le noyau ne fait pas partie du cytoplasme, donc à éliminer. Et il manque les organites. Pour B, on trouve également le noyau qui ne fait pas partie du cytosol
Il y a les organites cellulaires, c'est bon, mais il manque le hyaloplasme. Pour ces hyaloplasmes et cytosols, ils sont presque synonymes, et donc il manque les organites cellulaires. Et donc, la réponse D, c'est la réponse correcte. Le hyaloplasme et les organites cellulaires. Alors, passons à la deuxième proposition. Les phospholipides membranaires sont des organites cellulaires ou des molécules protéiques ou hydrophiles ou des molécules bipolaires. Alors, les phospholipides ne sont pas des organites, mais plutôt des molécules. Alors pour B, des molécules, oui, mais ce ne sont pas des protéines, ce sont des lipides. Hydrophiles, non, parce qu'ils ont un pôle hydrophobe également. Et donc, c'est la réponse D qui est correcte. C'est des molécules bipolaires, c'est-à-dire qui ont un pôle hydrophile et un pôle hydrophobe. Deuxième type de test, répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes. Alors, certaines cellules vivantes ne contiennent pas de noyau. Toutes les membranes plasmiques contiennent des phospholipides. La membrane plasmique de certaines cellules ne contient pas de protéines. Enfin, tous les organismes cellulaires sont composés de molécules chimiques. Alors pour la première affirmation, c'est vrai, certaines cellules, telles que les bactéries, ne contiennent pas de noyau. Pour la deuxième, toutes les membranes plasmiques contiennent des phospholipides, oui. Donc on ne peut pas trouver une membrane plasmique sans phospholipides. Donc c'est vrai. Pour la troisième, la membrane plasmique de certaines cellules ne contient pas de protéines, c'est impossible. Toutes les membranes plasmiques contiennent des protéines. Enfin, tous les organismes cellulaires sont composés de molécules chimiques, c'est vrai. Alors, dernier test, relié par une flèche chaque élément du groupe A à l'unique élément qui lui correspond dans le groupe B. Donc, chaque élément du groupe A va lui correspondre à un seul élément du groupe B. Alors, pour proton, c'est un atome qui a perdu un électron. Les poumons, c'est un exemple d'organe. La photosynthèse, c'est un phénomène biologique. Glucose, c'est une molécule. Chloroplaste, c'est un organite. Et enfin, globule rouge, c'est une cellule. Alors, à l'examen national, on va vous proposer des couples et vous allez faire correspondre à chaque numéro la lettre qui lui correspond. Dans ce cas, par exemple, on a le 1 avec E, 2 avec A, 3 avec F, 4 avec D, 5 avec C et 6 avec B. Voilà, si vous avez apprécié la conception et la réalisation de cette chaîne Smart SVT, merci de me le faire savoir dans les commentaires avec vos questions, vos suggestions et même vos critiques pour qu'on puisse développer, améliorer le contenu de cette chaîne. Merci à tous et à la prochaine.